Bonjour à tout le monde. Et bien justement, je vais essayer d'insister sur la politisation de la question animale. Mon propos s'intitule « Penser la justice envers les animaux et reformuler les finalités du politique ». Alors justement, je voudrais montrer que la question de la justice envers les animaux dépasse le problème de savoir s'ils ont des droits et quels droits on peut leur conférer. Bien sûr, la question des droits est importante et cette démarche qui aboutit récemment à accorder un statut juridique à l'animal, elle est importante et elle doit s'appuyer sur une théorie rigoureuse déterminant les outils juridiques, permettant de comprendre quels droits protéger et peut-être quelles sont nos obligations à l'égard des animaux. Ça a des implications pratiques majeures dont on ne tire pas de conséquences, mais on en parlera. Mais je crois surtout parler de justice envers les animaux, ça va être un peu mon propos, et bien ça dépasse cette question du droit et ça oblige à mettre l'accent, non pas seulement sur les animaux, mais sur nous-mêmes, sur ce que disent de nous nos usages de ces êtres sensibles. Bien plus, il y a peut-être une réflexion sur la manière dont nous pouvons penser le politique en intégrant les intérêts des animaux pris individuellement, et pas seulement comme autre espèce, en les intégrant au cœur du bien commun. Au cœur du contrat social, ça veut dire que les finalités du politique changeraient, mais évidemment, il va falloir dire comment, car les animaux ne votent pas, les animaux, nous ne pouvons même pas les représenter au sens fort politiquement, car la représentation suppose que le représenté peut congédier ses députés, ou en tout cas peut congédier ses représentants, c'est sans voter pour eux. Donc il va falloir comprendre comment on peut faire entrer la question animale au cœur du politique, redessiner les finalités du politique, et qu'est-ce que ça change aussi pour nous. Alors, je voudrais, avant de développer mon propos en deux parties, sur la justice envers les animaux, et je parlerai des outils juridiques qui peuvent permettre de penser une théorie juridique plutôt cohérente envers les animaux, puis je dépasserai un peu cette question des droits, et la deuxième partie, ce que serait un État qui ferait entrer la condition animale au cœur, même du bien commun, de notre bien commun. Je voudrais quand même rappeler peut-être l'histoire de la philosophie de l'animalité qui me semble est en train d'évoluer. La manifestation que vous organisez avec son titre, la dimension politique à la question animale, incarne cette évolution. Pour le dire rapidement, il y a trois étapes, trois vagues, me semble-t-il, de la philosophie de l'animal. La première, on pourrait dire qu'elle est représentée par Peter Singer, qui en 1975 a fait un livre, presque un best-seller, Animal Liberation, la libération animale, donc c'est un peu polémique, hein, comme on a libéré, on s'opposait au racisme, on s'opposait à l'esclavage, libération des femmes, libération des animaux. Et alors, ce travail de Peter Singer est lié au spécisme, à la dénonciation du spécisme. Le mot apparaît en 1971 sous la plume d'un auteur anglo-saxon d'Oxford. Et on a Peter Singer qui inaugure, pour ainsi dire, dans les années 70, l'éthique animale, laquelle est une réflexion sur le statut moral, puis plus tard ce sera aussi juridique, des animaux, et à partir de ce statut, on va dénoncer les pratiques des hommes, l'élevage, l'expérimentation, etc. Alors, Peter Singer est un utilitariste, il va donc dénoncer les milliards de massacres des animaux pour des plaisirs futiles, tout à fait substituables, pour le foie gras, pour l'alimentation, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que surtout, il va faire de la sensibilité le critère permettant d'accorder un statut moral à un être, qui donc ne compte pas pour rien, reprenant Jeremy Bentham. Alors la sensibilité chez Peter Singer et pour après Tom Regan sera considérée comme une capacité. Et c'est peut-être sa limite, c'est-à-dire que critiquant la manière dont nous méprisons les êtres qui n'ont pas une raison comme nous, eh bien, il va quand même reconduire une sorte de hiérarchie en installant une échelle des êtres qui ont des intérêts qui sont moins importants que d'autres, qui ont plus de capacité à souffrir. La deuxième vague, justement, va interpréter la sensibilité, non pas comme capacité, mais comme vulnérabilité, comme pouvoir de la pouvoir, pour parler comme Derrida, soulignant notre commune vulnérabilité avec les animaux. Et là, on a la deuxième vague, moi je dirais que c'est, pour le dire vite, Derrida et Elisabeth de Fontenay, qui vont faire de l'animal une manière philosophène très importante pour déconstruire la manière dont les philosophes,
tradition ont pensé les animaux en les ratant, en les pensant parce qu'ils n'étaient pas, et pointant aussi le fait que cette tradition est finalement violente, car en excluant certains êtres qui sont vus parce qu'ils n'ont pas, eh bien on ouvre la voie à quelque chose qui fera dire aussi à peu de Lévi-Strauss, si souvent cité par Elisabeth de Ferney, que eh bien, en ayant coupé l'animalité et l'humanité, on a ouvert un cycle inédit où eh bien, cet humanisme dévergondé, ça s'avérerait très violent, lié au racisme, etc. Puisque le propre de l'homme était réservé qu'à certains humains. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une troisième vague. Cette troisième vague, peut-être que j'incarne un peu, eh bien, c'est l'idée qu'on va s'appuyer sur le volet constructif de la déconstruction. C'est-à-dire qu'au lieu d'accuser l'humanisme, comme le font magnifiquement Elisabeth de Fontenay ou Derrida, on va plutôt voir ce que serait un humanisme qui prendrait au sérieux les autres vivants, les animaux individuellement, qui ont une biographie, qui sont des subjectivités, qui éprouvent leur vie à la première personne, même s'ils n'ont pas de philosophie de la vie et ne débattent pas dans des manifestations comme ça. Et alors, cette vague, elle prend au sérieux ce que serait un État, une éthique, une politique et une société qui serait travaillée, hantée par ce que nous faisons aux animaux et qui atteint sans doute un point de violence extrême avec l'industrialisation de l'élevage en particulier, mais pas seulement, et comment justement comment justement penser une société où l'homme non plus a moins honte de ce qu'il fait. Alors, donc, là, je crois que, et ça coïncide, ce travail, avec une réflexion justement politisant cette question animale. Alors, justement, ce qu'on va faire aussi, avant de développer mes deux points, je voudrais également une autre remarque, dire pourquoi la question envers les animaux pose un problème de justice, et pas seulement de morale, pas seulement liée à la dénonciation de la cruauté, parce que ça ne va pas de soi, a priori, de parler de justice envers les animaux. Et bien, je crois qu'il y a trois raisons pour lesquelles nos rapports aux animaux posent des problèmes de justice. Je vais l'illustrer. La première raison, c'est que, notamment dans l'élevage industriel, nous imposons une vie diminuée à des êtres dont les besoins éthologiques, le besoin de la peau d'étendre ses ailes, de prendre un bain de poussière, ou le besoin des cochons de fouiner le sol, eh bien ces besoins sont frustrés, développant des stéréotypies, des comportements finalement manifestant leur enfant, cannibalisme, etc. Eh bien, la manière dont nous imposons à ces êtres de vie où ils sont frustrés, leurs droits de base, leurs besoins éthologiques sont frustrés, manifeste une transgression majeure de la part des humains qui s'octroient un droit absolu qu'ils n'ont pas. Car ces besoins éthologiques des animaux, nous pouvons les reconnaître, mais nous n'en sommes pas les auteurs. Ils existent. Ils bornent notre droit d'user comme on le sent les animaux. Autrement dit, l'élevage industriel manifeste le fait que l'homme s'octroie un droit absolu qu'il n'a pas et que par ailleurs la Bible jamais l'a dit, puisque si on regarde le second récit yaviste, la création, on voit Dieu fit les hommes, Dieu fit les animaux selon leur espèce, ce qui veut dire qu'il y a un point axiologique extérieur à l'homme et que les animaux sont faits pour nous, ils ont leurs besoins propres, etc. La deuxième raison, c'est que dans cette organisation de l'élevage qui est plutôt production, eh bien, on confond l'élevage par rapport au vivant avec l'industrie. Et que, en plus, c'est à partir d'un chiffre maximal de production qui est déterminé donc a priori. Et cette manière d'organiser l'élevage en confondant les sphères de biens, l'industrie et l'élevage, eh bien, les animaux en sont évidemment les premières victimes, mais les humains aussi ne trouvent pas leur compte. Et nous savons aussi que dans ce travail-là, eh bien, il n'y a pas la communication avec les animaux qui se situe au niveau pathique, qui est au niveau du sentir, où on est avec eux, eh bien, elle est mutilée. Non seulement les animaux, on les condamne à la non-expression de leur sens, en les enfermant, en ne laissant qu'être estomac et les truies gestantes, par exemple, voilà, comme ça, toujours enfermés, mais en plus, on mutile le rapport que nous pourrions avoir avec eux. Et la troisième raison, c'est qu'en effet, cette représentation des hommes pour qui cette question est fondamentale, parce qu'elle y va de notre identité aussi, de ce que nous faisons aux animaux qui peut nous blesser, eh bien, n'a pas encore suffisamment de traduction politique et c'est un déficit démocratique. Alors, moi, je vais essayer donc, en deux points, d'abord de développer
les outils que nous pouvons avoir pour faire avancer un peu cette inscription des animaux au cœur de notre vie. Donc le droit, qu'est-ce que c'est que le droit et comment peut-être penser une théorie plus complète des droits envers les animaux. Et puis j'arriverai assez vite à ce qui est peut-être la partie plus originale d'un contrat social qui ferait entrer la question de l'amélioration de la condition animale au cœur de la République, ce qui évidemment dit comme ça ne va pas de soi, mais qui, je crois, est peut-être un avenir. Alors, donc, la première chose, quand on parle de droits des animaux, on parle de quoi? Eh bien, il y a une première chose qu'on peut dire, rappelant le grand John Locke, c'est que pour conférer des droits aux animaux, eh bien, il faut rappeler que le droit, ça érige une barrière protectrice autour d'un individu dont les droits de base sont protégés. Cette barrière protectrice qui faisait dire aussi à un philosophe américain, Dworkin, que le droit c'était un atout dans un jeu de cartes, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous utilisez pour faire valoir vos intérêts. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si les animaux ont des droits, il faut respecter leur inviolabilité. Ça veut dire que leur droit de base ne va pas être sacrifié pour le bien des autres. Ça veut dire concrètement que ni les calculs utilitaristes, ni les théories faisant état d'un seuil de tolérance permettant certains usages des animaux, établissant des critères d'acceptabilité, eh bien ni l'utilitarisme, ni ces seuils d'acceptabilité ne sont valables. Autrement dit, pour prendre l'expression d'un philosophe un petit peu provocateur et libertarien, mais bon, on peut être libertarien, donc pas très sympa, mais à vous dire quelque chose d'intéressant, il disait on ne peut plus adopter le kantisme pour les humains et l'utilitarisme pour les animaux. Alors, donc, les droits, accorder des droits seulement négatifs, c'est-à-dire de protection contre des sévices, contre tout cela, eh bien déjà, ça suppose quand même un égalitarisme conférant le droit de base à tous les membres d'une communauté morale, les animaux devenant des patients moraux qui ont droit à des droits et dont on ne pourra pas faire n'importe quoi. On voit que ici, le critère pour avoir droit à des droits, c'est le fait non pas d'avoir une raison, une philosophie de la vie, mais d'être vulnérable, d'être un sujet qui, justement, sent son existence et est à la première personne, est un jeu, même si ce n'est pas un jeu qui dit je pense ceci, cela, etc. C'est une subjectivité non représentationnelle, mais c'est une subjectivité avec une biographie, etc. Alors, ça c'est très important parce que ce mouvement-là qui a fait entrer la vulnérabilité au cœur du droit, on l'a déjà eu. On l'a déjà eu avec la question sur le handicap, qui a souvent été mobilisé avant, on parle du droit des animaux, et chez les premiers partisans de l'éthique animale. Parce qu'on a souvent dénoncé les incohérences du droit, de la justice humaine, en disant, ben voilà, on va conduire des expérimentations douloureuses sur des animaux, et puis on va ne pas les faire s'abstenir sur des êtres qui seraient en coma, ou qui seraient un bébé anencéphalique, etc. Alors, moi, je n'entrerai pas dans cette dénonciation du spécisme, que je trouve tout à fait intéressante, évidemment, mais de cette dénonciation des incohérences-là, mais ce que je veux dire, c'est plutôt, quand on regarde le volet positif de ce travail-là, c'est qu'effectivement, le travail sur les personnes handicapées et aujourd'hui les animaux, qui sont donc des subjectivités non représentationnelles, c'est une manière de reconfigurer les catégories majeures de l'éthique. Je m'explique. De même que les personnes en situation de handicap cognitif sévère ont droit à des droits, mais ont aussi le droit de participer d'une manière ou d'une autre au monde, c'est-à-dire d'être des citoyens, à condition qu'on les pense comme des agents dépendants, c'est-à-dire qu'on soutienne leur autonomie, laquelle n'est pas seulement le fait d'avoir des désirs et des valeurs, mais aussi le fait de les traduire dans les actes. Et il est clair que si vous avez des déficits cognitifs graves, eh bien, vous avez toujours des désirs et des valeurs, mais vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner et vous aider à traduire vos désirs et vos valeurs dans les actes. Mais on voit bien que on peut participer au monde et même être un citoyen à condition que quelqu'un soit là pour vous aider à soutenir votre autonomie dans cette deuxième capacité à laquelle cette notion renvoie. Et bien, s'agissant des animaux,
également, pour avoir droit à des droits, et même peut-être pour faire valoir ses intérêts au cœur de la communauté politique, donc être aussi, pas seulement faire partie d'une communauté morale où on compte au niveau moral, mais où nos intérêts valent dans les politiques publiques examinées, dans l'agriculture, dans le commerce, dans les loisirs, eh bien, il suffit qu'il y ait des humains qui prennent en compte vos intérêts, les traduisent devant d'autres humains et les fassent entendre. Et alors ça, je crois qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer, ce serait quelque chose qui dépasse le droit, on est là dans la politique, on pourrait imaginer, un peu comme l'ont fait Dominique Bourg ou de Rosan-Vallon sur l'écologie, en disant, eh bien, notre démocratie représentative, elle est présentiste, elle s'occupe que des hommes actuels, certes, et même des intérêts immédiats des hommes actuels, elle ne fait pas entrer les générations futures, qui n'ont pas de voix, et elle ne fait pas entrer non plus la protection de la biosphère. Et ils disent, pour cela, on aurait besoin d'une troisième chambre qui ne serait pas représentationnelle, car les arbres ne peuvent pas nous congédier, c'est sans doute pour nous, mais qui aurait un droit de veto et qui serait là pour prendre en compte de manière transversale la protection de la biosphère, le souci des générations futures dans les propositions de loi faites par les députés. Et bien de même, on pourrait penser que s'agissant des animaux, des personnes siégeant dans une chambre qui ne serait pas représentationnelle pourraient veiller à ce que de manière transversale, dans les transports, dans l'alimentation, dans l'agriculture, la question de la condition animale et de son amélioration soit considérée comme un objectif, comme une finalité. Donc ça permettrait des négociations plus intéressantes et surtout ça éviterait ces déclarations d'intention qui sont suivies de finalement, eh bien, un qui dira oh, c'est super l'agroécologie, puis qui dira bah, la ferme des 1000 vaches c'est génial aussi. Voilà. Donc je ne cite personne, mais voilà, ces incohérences-là, donc il y a l'idée de compléter la démocratie représentative. Maintenant, je reviens légèrement à la question du droit, et ce sera la fin de la première partie. J'ai parlé tout à l'heure des droits de base, il s'agissait des droits négatifs qui garantissent que je serai soustrait à des menaces contre finalement ma vie. Il est clair que accorder des droits négatifs aux animaux, ça a des conséquences abolitionnistes, hein. Mais bon. Une autre manière de penser le droit qui a été menée par des philosophes américains, canadiens plutôt, sa femme, Kim Nicka-Johnson, c'est de penser une théorie relationnelle du droit. C'est-à-dire qu'on va s'interroger sur nos rapports aux animaux, peut-être aux différents animaux, les animaux domestiques n'étant pas en droit de demander la même chose à nous que les animaux sauvages, qui ne veulent pas vivre avec nous, mais on va voir un petit peu quelles obligations concrètes nous aurions à leur égard. Et ça, c'est très intéressant. Vous voyez, on déplace l'accent. On n'est plus dans une théorie finalement un peu abstraite, abolitionniste, mais qui malheureusement, depuis qu'elle existe, ne s'est pas traduite dans les faits. On comprend pourquoi. Et là, on va vers une réflexion où justement ces intérêts des animaux et la vie que nous avons avec eux et ce que cela nous exige de nous, eh bien, ça nous permet de comprendre mieux nos obligations, tant individuelles que collectives. Et pour le dire vite, Kim Nicka et Donaldson pensent justement, par exemple, les animaux sauvages. Les animaux sauvages, ils analysent la notion de souveraineté. Les animaux sauvages vivent dans des communautés, sur un territoire, la notion de souveraineté liée à celle du territoire, et veulent vivre selon des règles, souvent très structurées, hein, qu'il s'agisse des grands temps, etc. Et en fait, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons comme s'ils n'avaient pas droit à l'existence, et comme si, quand nous occupons, eh bien, nous déforestons la forêt, il n'y avait personne, c'était vierge, quoi. Alors que, finalement, eh bien, ils habitent, ils sont déjà là. Et justement, ce fait d'être déjà là nous impose des obligations d'au moins respecter leurs conditions de vie, leur habitat, et si on le fragmente ou on le détruit, après, leur donner au moins des conditions équivalentes. En tout cas, il y a l'idée que la justice est aussi une justice envers les autres espèces, ou entre espèces, et qu'elle ne concerne pas seulement les hommes actuels. Et par rapport aux animaux d'élevage, il y a l'idée, effectivement, que nous avons rendu dépendants de nous au cours de la domestication depuis 10 000 ans, et que justement cette dépendance augmente notre responsabilité et nous oblige à les détenir dans certaines conditions. Donc on voit que, bon, il y a aussi d'autres espèces d'animaux dont il parle, les animaux liminaux qui s'invitent un peu dans nos jardins, les écureuils et tout ça, et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On les déplace, on les extermine, c'est-à-dire qu'on leur nie tout droit à exister.
Donc là, la réflexion, c'est tout à fait intéressante d'une théorie relationnelle du droit, nous permettant de mieux comprendre nos obligations concrètes à leur égard, et avec l'idée que, par exemple, quand la souveraineté du territoire est souvent partagée, les oiseaux migrateurs passent au-dessus de nos têtes dans les villes, et bien il y a eu, comme il y a eu par exemple à un moment à New York, on avait éteint les gratte-ciel à minuit à Manhattan pour que justement, puisque vous savez que les oiseaux migrateurs s'orientent par les lunes et les étoiles, qui sont des repères, et avec les gratte-ciel, souvent ils les utilisaient comme repères et ils se perdaient. C'est pour ça qu'à 5 h du matin à New York, on trouvait souvent des oiseaux magnifiques qui étaient complètement scratchés. Et donc il y a l'idée d'intégrer quand même leurs intérêts dans nos constructions, dans nos vies, etc. Alors, tout ça c'est tout à fait intéressant. Je crois qu'il faut faire un pas supplémentaire. Et ce sera donc mon dernier point. Ce dernier point, ce serait une construction politique, une théorie de la justice et un contrat social qui prennent en compte l'amélioration de la condition animale comme une autre finalité de l'État. Alors vous me direz, mais comment pouvez-vous, est-ce que c'est vous qui comme ça ajoutez une autre finalité de façon extérieure, un peu comme la biosphère, comme tout ça, qu'est-ce qui vous permet de dire que l'amélioration de la condition animale est une finalité du politique qui s'ajoute aux finalités classiques sociales que sont la sécurité, la conciliation des libertés et des intérêts individuels et la réduction des inégalités? Eh bien, pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que je crois que les animaux font partie de notre vie, et je vais essayer de montrer comment. C'est pas extérieur, c'est pas comme ça un vœu pieux de gens animalistes qui sont concernés par la question animale, comme nous toutes là, comme beaucoup sans doute ici. C'est que, par exemple, eh bien, j'ai dit tout à l'heure que la justice était toujours liée à un partage des territoires. L'homme, eh bien, si on réfléchit à nous, à la condition humaine, et qu'on décrit la condition humaine en faisant surgir des structures d'existence, soulignant non pas seulement la liberté, la volonté, la temporalité, mais aussi fondamentalement la spatialité, le fait que vivre, c'est vivre d'eux, c'est manger, c'est habiter quelque part, occuper l'espace, eh bien alors, habiter quelque part, c'est cohabiter, on n'est pas tout seul, manger, c'est toujours, même quand je suis seule, avoir un rapport aux autres hommes, avoir encouragé telle ou telle production, telle ou telle distribution des aliments et savoir qui je mange. Et donc là, ça veut dire que l'existence est elle-même une position éthique. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, l'éthique n'est pas une dimension, une discipline normative sur le bien et le mal, elle commence dans mon rapport, elle commence même pas par le visage d'autrui, par la rencontre avec l'autre. Le lieu originaire de l'éthique, c'est mon rapport aux ressources, que moi j'appelle nourriture, parce que je dois parler de ressources, et parce que justement, les nourritures, c'est ce dont je vis, qui est naturel et culturel, qui est l'habitation, l'espace, qui est tous les aliments, et qui montre que justement, je ne suis jamais seule. Un sujet relationnel et un sujet incarné, installé au fondement d'une théorie politique, ne peut pas donner lieu aux constructions théoriques politiques qu'on a, qui se basent seulement sur la liberté et la volonté, les capacités à faire des choix et à en changer, et une conciliation des libertés et des intérêts individuels. Non seulement l'asymétrie entre, c'est-à-dire qu'on doit penser aussi les relations aux êtres qui ne sont pas dans une égalité de pouvoir avec nous, la question du handicap, la question des personnes qui sont des agents dépendants, mais aussi la justice devient une question de partage des nourritures et la condition animale s'invite aux tables des négociations de manière centrale. Alors, et là, on n'est pas du tout ça ne veut pas dire que c'est une extérieure, comme un motif de militant, mais si on réfléchit à ce qu'est le cœur de la vie dans sa matérialité, alors l'oikos, l'écologie, le foyer des terriens et les autres vivants font partie de nos vies. De même que nos ancêtres font partie de nos vies, puisque nous sommes tous nés et qu'il y a le trouble de plusieurs existences derrière la nôtre. Et donc, un sujet incarné, un sujet relationnel, est un sujet qui est toujours lié aux autres vivants, qu'ils le veuillent ou pas. L'éthique est la limitation, au sens où c'est accorder, se soucier de ne pas imposer une vie diminuée aux autres êtres, vivants, humains et non humains, au nom de mon droit à exister. C'est donc accorder ou pas une place, un droit d'exister, une place à d'autres vivants. Alors, à partir de là, vous me direz, mais pourquoi
faites-vous référence au contrat social? Si c'est si nécessaire, si c'est si évident, à partir d'une phénoménologie, de faire surgir le rapport aux autres vivants, aux autres humains et aux autres vivants au cœur de soi, au cœur de son conatus, pourquoi donc avez-vous besoin comme ça de l'artificialisme du contrat, de droit et d'outils politiques? Eh bien parce que Hobbes nous l'enseigne, et avant lui Épicure, même l'intérêt bien compris, ça ne marche pas. C'est-à-dire que même l'intérêt bien compris, éviter la guerre, eh bien ça ne suffit pas, il faut un artifice, une convention parce que les individus, eh bien ils ont tendance à s'opposer entre eux, mais aussi à l'intérieur d'eux-mêmes. Hobbes dit souvent, je ne peux pas exclure que je voudrais demain ce que j'ai voulu aujourd'hui. Donc il faut une construction politique, un artificialisme du contrat. De même, alors vous pensez bien que inviter soi-même, si on réfléchit à la matérialité de son existence et qu'on est convaincu par le fait que l'éthique est d'emblée dans mon acte quotidien, et le plus quotidien, c'est celui de manger, eh bien, à partir de ce moment-là, c'est vrai, il y a l'idée même s'il le comprend, c'est quand même, le résultat le montre, assez difficile pour la plupart des individus de réduire, changer leur style de vie, qui sont pourtant requis pour que les finalités de l'État dont je parlais soient justement remplies. Donc l'idée, c'est quand même d'instituer le bien commun, de proposer une théorie de la justice et un cadre faisant entrer ces finalités de l'État qui s'ajoutent à celles que nous connaissons. Mais tout ce travail suppose deux choses. Premièrement, et je finirai là-dessus, ça suppose premièrement qu'on ne dise pas, ce qui est une sottise, ce qu'on ne dise pas qu'il y a un contrat tacite et naturel avec les animaux. Car quand on dit ça, d'abord, ça prouve qu'on n'a pas eu Hobbes, puisque Hobbes disait qu'on ne contracte pas avec les dieux ni avec les animaux, et que donc c'est un contrat social fait entre humains. Et surtout, pour qu'il y ait un contrat social, il faut que ce soit fondé sur le consentement. Je ne pense pas que les cochons aient consenti à être dans un élevage. L'élevage, la domestication, ça a été fait d'abord pour l'homme. Bon, c'est comme ça, mais c'était pas un contrat, et en plus, c'est pas un donnant-donnant. Dire qu'on les élève, on les fait naître pour qu'ensuite ils vont donner un steak, je pense que c'est vraiment, il vaut mieux regarder en face ce que veut dire l'élevage, continuellement provoquer les animaux. C'est une question importante, grave, mais l'idée d'un contrat naturel domestique, troisième chose, supposerait qu'on puisse partir. Bon, j'ai pas l'impression que les cochons qui sont les poulets qui sont dans les... puissent partir en disant bon, j'en ai marre, je m'en vais. Donc, c'est pas un contrat social, c'est un manque de rigueur absolue que de parler de contrat naturel et domestique, et en plus ça sert à occulter la violence à l'origine de la domestication, et qui continue. Même si on doit sans doute penser au niveau politique une réforme de l'élevage, revenir à un élevage extensif, n'empêche qu'il peut quand même ouvrir les yeux et affronter des choses difficiles, des apories, et l'élevage en est une. C'est une domination. D'ailleurs, l'élevage au départ était moins pour la viande que pour la laine et tout ça. Mais au moins qu'on arrête de se payer le mot et d'habiller de références philosophiques des choses si sottes. Alors, donc, mais maintenant, le contrat social, on peut, entre humains, penser, faire de l'amélioration de la condition animale un objectif transversal dont on s'approcherait, et ça déjà, ça permettrait, si vous voulez, aux sociétés d'avancer concrètement au lieu de faire des déclarations d'intention extrêmement jolies et puis finalement dans les faits de ne rien faire ou de consacrer des techniques d'élevage qui sont, en parlant du bien-être, même les mots sont piégés, du bien-être animal. Bon. Donc voilà. Et alors ce que je veux dire, je finirai par ça, c'est que là pour l'instant, j'ai parlé d'une construction politique et j'ai parlé surtout derrière d'une philosophie d'existence qui intègre l'éthique animale, qui intègre l'animal, qui intègre les animaux, l'écologie au cœur de nos vies, au cœur du sujet. Donc l'idée c'est que vraiment on n'est plus les hommes. En fait, ça s'oppose à tous les dualismes. Le dualisme homme-animal, nature-culture, instinct-raison, instinct-liberté, raison-affect. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence entre la raison, l'instinct, l'homme, l'animal, mais on dépasse les dualismes, les dichotomies, le côté binaire. Mais je crois que le problème
dans une construction politique, il a été formulé de manière magistrale par Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social. Jean-Jacques Rousseau dit que le contrat social, c'est quand même un peu changer la nature de l'homme, et surtout, il faudrait que les hommes fussent avant les lois, ce qui ne peuvent être que pareil. Autrement dit, il y a une circularité, il y a une difficulté. À partir du moment, c'est mon cas, on n'est pas dans un écofascisme, dans le fait de la contrainte, mais qu'on s'appuie sur le consentement individuel, sur l'autonomie, la responsabilité vécue de chaque sujet, eh bien il faut que ce sujet ait le sens de l'obligation, consente à, Rousseau disait, faire entendre, penser le bien commun comme son bien propre, et nous, dans ce bien commun, il y a derrière les générations futures, il y a dedans la vie des animaux, l'intégrer comme son bien propre. C'est notre cas, à nous qui sommes blessés par la question animale, blessés aussi, que les hommes fassent cela. Eh bien, mais ce n'est pas effectivement le cas de tout le monde. Et même avec des constructions philosophiques un peu sophistiquées comme celles que j'essaie de faire. Alors il faut un troisième volet. Ce troisième volet, c'est une éthique des vertus, c'est-à-dire une réflexion sur les traits moraux qui seraient intéressants de développer dès l'enfance, à l'école, et d'encourager afin que les gens, justement, se sentent plus concernés et disposés psychologiquement à faire des changements dans les styles de vie, dans leur style de vie qui sont requis pour justement, et je vais être très modeste, améliorer la condition animale. Bon, évidemment, je pense plus qu'améliorer. Hein. Mais déjà, si vous voyez, et ça, je pense qu'il y a donc un volet tout à fait intéressant à développer et qui peut-être aussi invite à réfléchir à la place de la pitié, à ce qu'est la pitié, qui, encore le disait grand Jean-Jacques Rousseau, est une identification pré-réflexive, pré-rationnelle, où je m'identifie à celui qui souffre avant même de me dire je suis telle classe sociale, telle espèce. Et moi, je suis tout à fait dans l'idée de réfléchir à tout ce qui nous réconcilie avec nous-mêmes et nous réconcilie avec le pathique, c'est-à-dire la dimension sensible de l'existence, qui est justement qui est devenue dans tous les actes de la vie, que ce soit l'alimentation, qui a été finalement malmenée. Et les animaux, le rapport qu'on a aux animaux aujourd'hui, dans ce côté schizophrène, tu disais, de ce côté en tout cas étonnant, quoi. On va choyer son chat, ce que je comprends tout à fait, et en même temps on va manger du foie gras, vous voyez, eh bien ça, je pense que se réconcilier, c'est vrai que la réconciliation avec soi peut être extrêmement encouragée par un rapport aux animaux qui sortent de la domination de l'autre, cet autre, et je finirai par Zola. Vous savez, quand il parle de l'amour des bêtes, Zola a fait un texte très court mais très beau dans le Figaro en son temps, qui s'appelle L'amour des bêtes, et il dit l'amour des bêtes, qui n'est pas compensatoire, qui n'a rien à voir avec l'amour d'un enfant, eh bien, il est lié au fait que les animaux ne parlent pas. Et on voit dans ce texte que l'amour des bêtes est lié à l'amour de la justice, car c'est l'idée que justement il souffre de ces pauvres êtres, il parle d'un chien abandonné qui son travail ou sa vie ne peut pas nourrir. Je crois que l'amour des bêtes, c'est ça. Elisabeth de Fontenay, je trouve aussi, insistera sur le rapport entre la souffrance que l'histoire a pu révéler et cette disposition à intégrer au cœur de sa vie l'existence animale.